L'année commence extrêmement mal pour l'aérien avec en ce mercredi 29 à 20h46 local à Washington un abordage entre un CRJ 700 d'American Eagle et un hélicoptère qui est normalement tasqué pour faire des vols de transport de VIP ou de haut gradé dans l'armée américaine. Le tout de nuit à très basse altitude, on parle des alentours de 100 mètres sol et comme souvent dans les accidents, c'est une multitude d'événements qui a probablement amené à ce premier accident majeur sur le territoire américain depuis 2009. Ce que je vous propose dans cette vidéo qui, oui, est à chaud alors que le compte-rendu du NTSB n'est pas encore sorti, il faudra attendre plusieurs semaines pour un rapport préliminaire et plusieurs années pour le rapport final, eh bien c'est de profiter un petit peu, malheureusement, de l'émotion autour de cet événement pour venir enrichir votre culture aéronautique, mais surtout votre culture de la sécurité, car nous disposons à l'heure actuelle de vidéos, mais également des trajectoires radars de cet événement et des communications radio, et cela nous permet déjà, malheureusement, d'avoir une idée assez précise de ce qui a pu amener ces deux aéronefs à se percuter. On attaque tout ça autour de 3 grands chapitres, juste après le jingle. Roger ball. On commence avec les faits. Un CRJ 700 qui a décollé de Wichita, qui va se poser à Washington, et un terrain, on va revenir dessus, qui n'est pas facile. Entouré par l'eau, très petite piste, il ne fait pas des grands vols internationaux, il est plutôt utilisé comme un hub régional. Et vous allez le voir, c'est un terrain qui est réputé comme un des plus durs de l'Amérique du Nord. Si vous arrivez par le nord, vous devez même faire une sorte de slalom pour suivre le Potomac. Et il est réputé chez les pilotes comme étant le terrain où il y a des noise abatement procedures, des procédures anti-bruit et écologiques qui sont extrêmement complexes à respecter. Et vous allez voir, ça peut expliquer certaines choses. Toujours est-il, notre CRJ est en approche sur la piste 01. Il y a un changement de QFU, un changement de piste, et on va lui demander, les Américains font un peu trop souvent ça, de changer de piste car le vent est variable, on ne sait pas encore exactement pourquoi la piste a dû être changée. Toujours est-il, alors qu'il se prépare pour la piste 01, on va lui dire maintenant tu vas faire une manœuvre à vue pour venir t'aligner sur la piste 33. C'est très important car ça fait exploser la charge de travail dans le cockpit, on va revenir dessus. Alors qu'il fait sa circle to land, qu'il fait sa manœuvre pour venir s'aligner avec la piste 33, qu'il est en virage, qu'il est à basse altitude, il est percuté par un hélicoptère qui, 30 secondes avant, a eu un échange radio avec le contrôleur aérien sur une autre fréquence pour savoir s'il avait visuel sur le CRJ. Et le contrôleur aérien, qui voit les plots radars, qui a leur altitude, a demandé à cet hélicoptère de laisser passer le CRJ et de passer derrière. Or, avec le changement de piste, l'hélicoptère se retrouve sur la trajectoire du CRJ en virage gauche, focalisé à cette altitude-là par venir s'aligner avec la piste, au-dessus d'un grand trou noir qu'est le Potomac, et venant de la droite, l'hélicoptère qu'il ne peut pas voir. La collision a lieu, malheureusement, aucun survivant. Ce que je vous propose maintenant, c'est de comprendre un tout petit peu mieux les protagonistes, et après, on va venir appuyer sur certains points extrêmement intéressants. American Eagle, c'est en fait le régional, compagnie intérieure d'American Airlines. American Airlines, c'est un mastodonte. En 2018, c'était la plus grande compagnie au monde. Vous vous rappelez de TWA, ils ont fusionné en 2001. Et en 2013, ils ont fusionné avec US Airways. Rappelez-vous, Sully, c'était un vol US Airways. Maintenant, c'est American Airlines. Ils existent depuis 1930. Pour vous donner une idée, en 2019, ils avaient 130 000 employés. C'est plus que l'armée de l'air française et la marine réunie. American Eagle, c'est leur version régionale. C'est la plus grande compagnie régionale au monde. Et c'est donc eux qui vont amener les passagers vers les hubs qui ensuite chargent les avions d'American Airlines et les envoient aux 4 coins du monde. Le VH-60M, c'est un Black Hawk que tout le monde connaît, fabriquant des dizaines de milliers d'exemplaires, mais le VH-60M, on le surnomme le Gold Top. Regardez ses couleurs, il a une couleur particulière, l'intérieur cuir. Alors, il n'y a pas les sièges chauffants, mais leur objectif, c'est de transporter les VIP. Je vous rappelle qu'à Washington, eh bien, il y a beaucoup d'huile, comme on dit, et c'est donc ce type d'hélicoptères qui vont leur permettre d'éviter d'avoir à se déplacer en voiture et, au final, gagner du temps.
Ils appartiennent à la Alpha Company du 12e Aviation Battalion. Ils sont basés en Virginie, à Fort Belvoir. Mais il faut savoir que juste en face de l'aéroport, il y a une joint base, il y a une base militaire avec des landing zones d'hélicoptères et des procédures spéciales pour la traversée basse altitude de ces hélicoptères qui, forcément, gravitent autour de la région du fait de la forte concentration de haute autorité. Vous pouvez voir par exemple sur ces images, de jour, une patrouille de 2 hélicoptères à très basse altitude. Alors c'est pas des choses que vous allez voir en France, on n'a pas la même culture, mais les Américains ont cette habitude de mélanger du militaire, du civil, et on va voir, il y a 2-3 points à connaître. Pour ce qui est du terrain de Ronald Reagan, comme je vous l'ai dit, ce sont des petites pistes, c'est un petit peu une sorte de porte-avions entouré par l'eau, et on ne peut pas y aller avec des très gros porteurs. La 1533, c'est une piste assez courte, elle fait moins de 1600 mètres, et c'est pas facile de s'y poser, surtout avec les conditions du jour où il y avait un vent avec de nombreuses rafales. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette approche par le nord, la River Visual, que tout le monde fait en Amérique du Nord en QT parce que c'est très intéressant. Mais là, vraiment, on arrive par le sud. Donc, c'était une approche différente avec cette ouverture, cette nécessité de beaucoup piloter l'avion et donc très forte charge de travail dans le cockpit. Alors maintenant, on va vraiment rentrer dans le dur et j'ai 3 gros points à vous partager pour vous amener à mieux comprendre la situation et la réalité de l'aviation dans des conditions comme ça. En numéro 1, le changement de piste. En tant que pilote de ligne, vous devez programmer votre avion. En tant que pilote de ligne, dans le cockpit, vous êtes une équipe. Pilot flying, pilot monitoring et troisième membre d'équipage, en fait, c'est la machine. Vous êtes tous les 3 dans le cockpit de ce CRJ et vous devez fonctionner ensemble. Vous avez configuré votre machine pour vous poser piste 01 en ILS. Et là, 3 minutes avant de poser, on vous dit changement de piste, tu passes en piste 33 qui accessoirement est plus courte. Qu'est-ce qui se passe dans le cockpit? Explosion de la charge de travail. Vous étiez devant l'avion, vous étiez en contrôle, et là d'un coup, vous êtes derrière l'avion, vous êtes en retard. Donc le pilote aux commandes pilote l'avion, la machine, elle croit qu'on se pose en 33, et le pilot monitoring qui vient assister le pilote aux commandes, ça peut être le commandant de bord ou le copilote, ça dépend des vols, eh bien lui va devoir se retrouver à descendre la tête et à reprogrammer toute la machine. Parce que si vous commencez à prendre l'avion à la main et à partir vers l'autre piste, la machine elle va dire « Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vas pas vers la bonne piste et vous n'avez pas les bonnes références de nuit. » Et fonction des procédures compagnie, vous devez, même si vous faites une manœuvre à vue, des fois, vous appuyer sur une approche aux instruments ou en tout cas une approche GPS pour confirmer que vous êtes sur le bon plan de descente. Pourquoi ? Parce que une approche avec une surface humide avec de l'eau devant a tendance à créer des illusions sensorielles et peut vous amener à passer bas sur le plan. Quelqu'un de la famille des Kennedy est d'ailleurs mort en avion en tapant en amont de la piste trop tôt. Pourquoi ? Parce qu'il était trop bas sur le plan à cause des illusions sensorielles. Donc pour vous la faire simple, quand le contrôleur vous bazarde un changement de piste, énorme augmentation de la charge de travail, il faut expliquer à la machine qu'on change de piste. Le pilot monitoring, il se retrouve la tête dans la cabine à devoir préparer tout ça. Le pilot flying, il se retrouve derrière l'avion avec par moments moins d'automatisme, moins d'aide de la machine qui va vers la mauvaise piste. Bref, c'est pas bon. Et là, vous allez me dire, dans l'aviation, objectif numéro 1, la sécurité. Pourquoi ne pas remettre les gaz? Et c'est là où je vous dis que ce terrain est très particulier en termes de nuisances sonores et crée un petit biais qui est que vous vous dites que si vous remettez les gaz, il y a plein de limitations. En plus, on vous a changé de la piste. Ça peut vous amener inconsciemment à retarder ou à repousser une décision de remise des gaz pour confort. C'est un sujet qu'il ne faut pas cacher. Par moment, vous vous dites « Ah, je suis pas à l'aise, mais j'y vais quand même parce que si je remets les gaz, on retarde le vol, c'est encore moins confortable, je me retrouve entre guillemets dans la verte. » Alors, je ne dis pas que c'est ce qui est arrivé ce jour-là, mais je veux vous sensibiliser sur le fait qu'avec la complexification des procédures, avec en plus la très forte présence de trafic à ce moment-là, ils se disent là, si on remet les gaz, on va repasser, on va stacker, on va se mettre en attente pendant 20 minutes. Ça. En plus, c'est un vol régional, il y a peut-être des connexions derrière. Donc, ça peut vous pousser à vous dire, allez, c'est pas l'idéal, mais ça reste dans mon périmètre de confort, on pousse quand même. Et un citron, 2 citrons, 3 citrons. Il suffit que ce jour-là, il y ait l'hélicoptère au mauvais endroit, qu'en plus il ne vous voit pas, et ça vous amène à l'accident. Donc très important cette notion de comprendre la remise des gaz et comment parfois, à cause de procédures complexes, vous pouvez peut-être être dissuadé de remettre les gaz. Petit point très technique. Il semblerait, à première vue, que le CRJ était très légèrement bas. Pourquoi est-ce qu'il peut se retrouver un petit peu bas, plus bas que d'habitude pour un avion qui approcherait en piste 33 ? À cause de cette fameuse manœuvre Circle to Land, la manœuvre à vue.
Vous êtes établi en finale à environ 650 pieds minutes, mais vous devez parcourir plus de distance pour venir vous aligner avec la piste 33. Naturellement, vous ne réussissez pas à vous arrêter d'un point de vue vertical, vous allez continuer à avoir un variomètre légèrement négatif. Vous avez plus de distance à parcourir et donc c'est classique pour les avions de ligne qui font des circle to land de se retrouver légèrement bas. Ensuite, l'autre point, c'est ce virage. On voit que ça part en dernier virage vers la gauche. À ce moment-là, il semblerait que l'équipage de l'hélicoptère ne soit pas sur la même fréquence. On parlait hier des fréquences VHF, UHF. Souvent, les militaires sont sur d'autres fréquences type UHF, ou alors tout simplement une autre fréquence de contrôle. La problématique, c'est quoi? Dans l'aviation, on voit avec ses oreilles. Le fait d'entendre les autres aéronefs vous permet de vous construire votre conscience de la situation. Si l'hélicoptère n'est pas sur la fréquence, si vous ne l'entendez pas, vous ne savez pas qu'il est là. Donc le CRJ ne sait pas que l'hélicoptère est là. Alors il y a peut-être le TICAS, le système qui vous dit qu'il y a d'autres trafics, mais avec cette forte charge de travail, à basse altitude, il y a peu de chances que l'équipage voit qu'il y a cet hélicoptère. Il n'aura pas d'alerte, car le système de TICAS qui vient sonner et vous donner une consigne évasive si vous vous rapprochez d'un autre avion qui a son transpondeur allumé ou d'un hélicoptère, est inhibé en dessous de 900 pieds en approche ou de 1100 pieds au décollage pour éviter que ça sonne de manière intermittente avec des avions en roulage. Donc on se retrouve au niveau du talon d'Achille du système TICAS. Alors maintenant, attention, dans ce cas très précis, l'hélicoptère a échangé avec le contrôleur aérien et l'hélicoptère a assumé et a annoncé qu'ils allaient éviter à vue l'avion de ligne. Les avions de ligne ont des phares, on les voit quand même assez bien et l'enquête nous expliquera pourquoi il y a eu collision. On ne sait pas ce qui se passait dans le cockpit de l'hélicoptère. Nous n'avons pas tous les éléments à l'instant T. Donc en définitive, les points remarquables que je souhaitais partager avec vous sont les suivants. Augmentation de la charge de travail à cause d'un changement de piste, pression qu'on peut avoir en termes de remise des gaz dans des situations un peu inconfortables parce que vous êtes sur un terrain connu pour être extrêmement compliqué et il est facile de dépasser une altitude de remise des gaz ou de ne pas suivre la bonne procédure et après derrière vous allez avoir des petits soucis professionnels. Ensuite, visibilité lors du virage gauche, ça masque à droite, vous ne voyez pas du tout ce qui se passe. Target fixation, vous focalisez, c'est normal à 300-400 pieds sur l'alignement avec votre terrain, vous ne faites pas attention à l'hélicoptère car un pilote de ligne n'a pas à éviter un hélicoptère à 400 pieds sol. Et encore une fois, vous n'aurez pas ça en France. Et ensuite, le TICAS, inhibé à ces altitudes-là, vous êtes dans le talon d'Achille du système. Les accidents arrivent toujours pour une multitude de raisons. L'enquête du NTSB va être lancée, va nous permettre d'y voir plus clair. Mais par rapport aux images disponibles en source ouverte, on voit sur la toile les plots du radar du contrôleur aérien. Vous voyez d'ailleurs la position des plots, l'altitude donnée par les hélicoptères, donc ça a l'air de transponder, ils ont leur transpondeur allumé, l'altitude donnée par l'avion, et vous voyez que même au niveau du système du contrôleur aérien, ça lui dit attention, tu as un risque de collision. Maintenant, ces images n'ont rien à faire sur la toile quelques heures après le crash, exactement comme hier et le F-35. Encore une fois, nous vivons dans un monde assez particulier où des pièces maîtresses dans une enquête qui sera à la fois technique avec le NTSB, mais également probablement pénale aux États-Unis, on se retrouve avec des documents qui n'ont absolument rien à faire sur la toile. Ça montre qu'il est urgent, en tant que professionnel de l'aérien, de se raligner et peut-être de se rappeler ce que l'on a droit de faire et ce que l'on n'a pas droit de faire vis-à-vis du partage des informations sur Internet. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. L'année commence effectivement bien mal et il est plus qu'à parier que de nombreux points de retour d'expérience seront tirés de cet accident. À dimanche pour une vidéo sur le F-16 et d'ici un mois, on devrait pouvoir parler du rapport préliminaire. Fly safe.